L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Qualita. Avraham Darmon, bonjour, shalom. Shalom. Merci d'être venu dans notre studio, le studio de Studio Qualita aujourd'hui, pour nous parler d'un sujet dans lequel l'État d'Israël se distingue particulièrement. Il s'agit du cyber, de ce que l'on appelle en anglais, on doit dire, le cyber. L'expertise d'Israël dans ce domaine est tout à fait impressionnante et nous allons essayer de voir avec vous ce que ça signifie que d'être aujourd'hui pour l'État d'Israël une puissance en matière de cyber. Alors la première question que je voudrais vous poser, vous qui êtes dans ce monde du cyber, vous êtes, nous allons revenir sur votre activité présente puisque vous développez une start-up dans ce domaine de la sécurité de réseaux et de différents points de sécurité. Nous allons d'abord essayer de définir ce que signifie le cyber aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est le cyber? Lorsque l'on parle de cyberattaque, lorsque l'on parle de cyberprotection, de quoi s'agit-il? En fait, tout ce qui est connecté en fait sur Internet aujourd'hui, tout ce qui est connecté sur Internet peut provoquer des problèmes de sécurité, aussi bien au niveau du système de la société, de l'entreprise, aussi bien des maisons qui sont connectées, aussi bien au niveau des États. D'accord ? Ces problèmes de sécurité, ça peut être des problèmes qui sont des problèmes du device atmo, enfin de l'objet qui est connecté. Ça peut être aussi des problèmes qui vont poser des difficultés, en fait, des problèmes de sécurité dans la maison. C'est-à-dire à travers le device. Il y a des problèmes à tous les niveaux. Hein. Voilà. En fait, à travers le device, on peut s'introduire dans une maison et récupérer des informations qui ne sont pas nécessairement des informations de ce device, mais à travers ce device... Le device, c'est... Le device, oui, par exemple, ça peut être une caméra de surveillance, ça peut être un frigo connecté, aujourd'hui c'est très à la mode, ça peut être une smart lock, une serrure intelligente, etc. Donc tous ces devices aujourd'hui qui sont dans la maison ou dans la société, c'est des devices en fait qui sont liés, qui sont dans le réseau de la maison, et à partir du moment on rentre dans le device, et ces devices sont en général pas très bien sécurisés. À partir du moment où on rentre dans le device, on peut s'introduire rapidement dans le réseau de la maison, puisque le device, il a les user passwords, il a les mots de passe en fait du réseau local, et puis on peut rentrer dans tous les objets connectés, que ce soit les ordinateurs, que ce soit les... Alors pour cela, il faut se protéger. Alors... Israël a été, on va dire, un pays pionnier, précurseur en matière de protection. Et le mot, la société qui vient à l'esprit, la première société qui vient à l'esprit, c'est Check Point, dont le patron, le fondateur, Guy Shved, qui a reçu le prix d'Israël il y a quelques semaines à l'occasion du Yom HaAtzmaut. Quelle était la spécificité de Check Point à cette époque? Je pense que ça revient à peut-être plus de 25 ans, c'est ça, hein, peut-être? Oui, c'était dans les années 90. En fait, Check Point a été fondé par 3 amis qui étaient issus de l'unité Shmone Mataim dans l'armée. Et donc, quand ils travaillaient dans le Shmone Mataim, ils ont proposé en fait leur solution qui était innovante par le fait que en fait, elle sécurisait le réseau de manière software, de manière logicielle. Il y avait déjà Internet à l'époque? Il y avait déjà Internet, mais en fait, les gens avaient peur de se connecter sur Internet. Les sociétés, justement, parce que... De crainte de ne pas être exactement, de ne pas être sécurisé. Et donc, la manière de sécuriser en fait, le réseau à l'époque, c'était à travers le routeur. Donc, de manière hardware, c'était en fait configurer les routeurs en autorisant certains trafics et en interdisant certains trafics, mais c'était assez grossier. Et Check Point est venu, a proposé en fait de faire ça de manière logicielle, de manière beaucoup plus granulaire. Et l'armée à l'époque avait rejeté le projet. Ah oui, l'armée avait rejeté. Donc voilà. Donc ils n'ont pas su voir l'opportunité. C'est dommage pour l'armée peut-être. Voilà. Et donc quand ils sont sortis, en fait, c'est très bien pour le reste du monde, parce que quand ils sont sortis en fait dans le privé, ils ont développé leur solution qui a fait un carton en quelques années, quoi. Et on peut dire que c'est à partir de là que l'État d'Israël s'est distingué dans les systèmes de protection des réseaux informatiques, des réseaux Internet. En fait, je pense que l'État d'Israël s'est distingué dans le système de protection du fait de la situation géopolitique israélienne. Et l'armée avait déjà
investissaient énormément dans les recherches en fait, de sécurité pour sécuriser justement les réseaux, pour sécuriser toutes leurs infrastructures. Et donc la sécurité, en fait, c'est en fait le point important ici. La sécurité, c'est pas seulement un métier qu'on apprend à l'université. La sécurité, c'est un état d'esprit. Oui. Et en fait, cet état d'esprit en Israël, c'est un état d'esprit qui est très inculqué, très ancré dans la manière de penser israélienne. Et donc, de manière naturelle, en fait, les Israéliens sont portés en fait à trouver des solutions très intéressantes dans ce domaine. Alors, à partir de quand on commence à parler de cyber ? Qu'est-ce que ça veut dire cyber ? C'est-à-dire à partir de pourquoi on a cessé de parler de protection, de sécurisation et on parle maintenant de cyber ? Parce qu'en fait, au niveau de la sécurité, quand Checkpoint est entré dans la sécurité, c'était sécuriser des réseaux de sociétés. Aujourd'hui, la sécurité, ça concerne tout le monde. Aujourd'hui, comme je l'ai dit au départ, la sécurité, elle concerne aussi bien le particulier dans sa maison que les entreprises, que l'État lui-même et les villes, puisque les caméras de surveillance, par exemple, dans la ville, c'est un domaine qui demande beaucoup de sécurité. Quand on sait que la semaine qui précédait l'investiture de Trump, il y a eu 70 ou 75% des caméras de Washington qui ont été infectées par un ransomware. Ah oui. Et pour ne pas payer, la police de Washington a dû éteindre les caméras pendant 3 jours. On parle de quelques jours avant l'investiture. Donc, heureusement que c'était des hackers qui cherchaient simplement l'argent et que ce n'étaient pas des terroristes parce qu'ils avaient 3 jours pour préparer un méga attentat sur Washington. Donc le problème, c'est un réel problème. Les problèmes, ils sont aussi dans les infrastructures, que ce soit des centrales nucléaires, des centrales électriques, etc. Alors en quoi l'État d'Israël est devenu un expert dans ce domaine ? Qu'est-ce qui a poussé l'État d'Israël à devenir véritablement une puissance, une superpuissance en matière de cyber ? Est-ce qu'on s'est spécialisé dans des domaines très spécifiques ou bien est-ce que parce que c'est l'État d'Israël qui est menacé par différents États comme l'Iran ou d'autres pays que les ingénieurs, les experts israéliens ont réussi à développer des technologies qui sont tout à fait innovantes ? Je pense que en fait, l'État d'Israël est innovant de par cet esprit, comme on a dit, cet esprit israélien, d'accord, et de par aussi l'histoire, en fait, que ce soit Checkpoint, que ce soit d'autres sociétés comme ça israéliennes qui sont devenues en fait des berceaux en fait des futures startups qui se sont développées ensuite dans le domaine de la cybersécurité et qui se spécialisent en fait, on va dire comme ça, dans tous les domaines de la sécurité sur Internet. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés en Israël. Il y a 420 sociétés aujourd'hui dans le domaine de la cybersécurité en Israël. Maintenant, il y a beaucoup de sociétés qui sont spécialistes dans le domaine de l'intelligence artificielle et de ce qu'on appelle en anglais le machine learning, d'accord ? Et donc, qui trouvent des solutions très intéressantes basées en fait sur l'apprentissage de ce qui se passe, du trafic qui passe, etc. Récupérer des patterns pour après détecter les problèmes. Donc voilà, et donc, ces domaines-là, il applique en fait dans toute la gamme de produits qu'il faut sécuriser en fait sur Internet. Alors, on se parle quelques jours après la semaine du cyber en Israël. C'est une semaine qui est destinée justement à montrer, on va dire, les réalisations de l'État d'Israël dans ce domaine et essayer de voir à quel point, on va dire, ces réalisations sont courtisées, on va dire, par la communauté internationale, par d'autres pays qui souhaitent également donc bénéficier de cette technologie. Vous êtes capable de me dire dans quel domaine spécifique, eh bien, par exemple, les Israéliens sont plus performants que d'autres pays ? Honnêtement, je pense que dans la cybersécurité, en général, les Israéliens sont plus performants que les autres pays. Aujourd'hui, on voit que ce soit des fonds d'investissement... Lorsque, par exemple, Benjamin Netanyahou dit, lorsqu'il est à Paris, il y a 2-3 semaines, à Macron, il lui dit que l'État d'Israël a réussi à déjouer des attentats terroristes. Est-ce que qui auraient pu se produire sur le sol français et donc éviter des pertes en vie humaine ? Est-ce que c'est la cyber-technologie israélienne qui permet ce genre de prouesse ? Oui, je pense que oui. Je pense qu'effectivement, la cybersécurité israélienne, aujourd'hui, elle est
courtisé par beaucoup d'États du monde qui, officiellement, n'ont pas des super relations avec Israël, mais qui comprennent qu'ils ont besoin d'Israël en fait, dans le domaine de la cybersécurité, parce que, encore une fois, le problème, c'est un vrai problème de sécurité nationale, et ce n'est pas simplement des problèmes de société, d'entreprise, même si le problème d'entreprise, c'est des milliards qui peuvent être perdus. Les ransomware l'année dernière, c'était 2 milliards de rançons qui ont été versés. Ah oui, 2 milliards de rançons. Dans le monde, pour des ransomware qui ont bloqué des systèmes de société. Par exemple, à titre d'exemple, il y a un hôtel en Autriche, ils leur ont bloqué les verrous des chambres. Et donc, il y avait les clients qui étaient à l'intérieur, les clients qui étaient à l'extérieur. Personne ne pouvait ni sortir ni rentrer. Et la direction, ça n'a pas duré plus qu'1 heure. Au bout d'1 heure, ils avaient payé le rançon. Alors, est-ce que quelque part, en même temps que l'État d'Israël est devenu une puissance, est-ce que finalement, c'est pas aussi, on va dire, une sorte elle ne suscite pas une forme d'attirance pour les hackers, une sorte de défi pour les hackers à essayer de forcer les systèmes de sécurité israéliens? Est-ce qu'il y a à travers le monde des gens qui se disent forcer des systèmes de sécurité israéliens, c'est véritablement un défi, on va essayer de s'y atteler? Oui, parce qu'en fait, le hacker, on va dire qu'il y a 2 types de hackers. Il y a les hackers en fait, qui font ça pour l'argent. Les hackers permis et les hackers... les hackers... Non, je parle dans les mauvais hackers. Ah, dans les mauvais hackers. Donc il y a ceux qui le font pour l'argent et ceux qui le font pour le prestige. Maintenant, effectivement, c'est beaucoup plus prestigieux de casser un système israélien que de casser un système... autrichien, voilà, exactement, quoi. Donc, effectivement, ça attire énormément de hackers. Et on va dire comme ça permet aussi aux sociétés israéliennes d'améliorer leur système. D'améliorer leur performance. Exactement. Alors, parlons de vous un peu plus particulièrement. Vous êtes vous-même dans une start-up ou à l'initiative d'une start-up qui se spécialise dans ce domaine de la cybersécurité? Voilà. En fait, on a fondé avec un ami, depuis septembre dernier, on a fondé une société qui s'appelle EasySec. En fait, on se spécialise dans la sécurisation des devices, donc des objets connectés. Quand je parle d'objets connectés, ce n'est pas des ordinateurs, ce n'est pas des portables, c'est des objets qui sont moins intelligents. Ça peut être des caméras de surveillance, des senseurs, etc., qui sont connectés à Internet, qui sont mal sécurisés, parce que ceux qui les créent, d'accord, ne sont pas des spécialistes en sécurité, parce que ce n'est pas leur priorité. C'est pas dans leur roadmap. Et aujourd'hui, ces objets posent un gros problème, que ce soit pour les sociétés eux-mêmes, et encore... Par exemple, l'année dernière... Donnez un exemple. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, l'année dernière, il y a eu une attaque qui a été faite sur les serveurs de DIN. C'est les serveurs en fait, DNS. C'est les serveurs en fait, qui permettent sur Internet, à partir d'un nom de site, de retrouver l'adresse, d'accord, pour pouvoir se connecter. Donc, c'est des serveurs très importants sur Internet. Et l'attaque, elle a été réalisée à partir de centaines de milliers d'objets connectés, qui étaient des caméras, des frigos, etc. Donc les hackers en fait ont introduit des virus, on va dire comme ça, des programmes à eux dans tous ces objets. Et puis à la même heure, au même instant, tous ces objets sont arrivés sur les serveurs de DIN et ont mis le serveur à plat, quoi. Donc ça, c'est par exemple un danger qui est dans l'objet connecté, mais en fait l'objet connecté il est utilisé pour porter préjudice à d'autres serveurs, à d'autres objets dans le monde. Et effectivement, quand il y a des centaines de milliers comme ça d'objets qui se connectent à un serveur, quel que soit le serveur il tient pas. Et donc c'est un gros problème. Et donc ces objets, maintenant, ça devient un besoin international. C'est-à-dire tout le monde a compris qu'il y a un vrai besoin de sécuriser ces objets. En France, il y a le GDPR qui est rentré en mai, c'est rentré en vigueur. En vigueur, voilà, exactement, j'ai cherché le mot. Donc il est rentré en vigueur et le GDPR oblige aujourd'hui toute société qui a des abonnés, on va dire comme ça, des informations sur des Européens, d'accord, à sécuriser ces informations avec des normes très, très strictes et des amendes énormes à payer s'ils ne le font pas. Donc, que ce soit Facebook, que ce soit Google, que ce soit Microsoft, même des sociétés qui ne sont pas européennes, en fait, mais qui ont ces informations, aujourd'hui, elles sont astreintes à ça. Donc, les objets connectés, ils ont le même problème, parce qu'aujourd'hui, des caméras, par exemple, de surveillance, ils ont des films, ils ont des... Donc, tous ces objets-là doivent être sécurisés. Alors, quand on parle de cyber, effectivement, on a parlé, vous l'avez dit vous-même, que c'est le cas de Guild Shred, il faut
on passe souvent par Shmoneh Mataim, par cette unité d'élite technologique de l'armée israélienne. Est-ce qu'on peut faire du cyber de haut niveau sans être passé par là? Moi, je ne suis pas passé par là. C'est ça. Maintenant, moi, je suis pas passé par là. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une étude sur Calcalis la semaine dernière qui parlait des 10 personnes, des 50 personnes les plus influentes dans le monde de la cybersécurité israélienne. Et les 5 premiers étaient toutes passées par le Shmoneh Mataim. Maintenant, c'est pas obligé. Quand on a travaillé, par exemple, chez Checkpoint, quand on a travaillé chez NDS ou Cisco, ou Imperva, ou toutes les sociétés, il y a des sociétés magnifiques, on va dire comme ça, en Israël, qui travaillent dans ce domaine. On acquiert une expertise qui permet après d'innover par soi-même, quoi. Une dernière question. Je serais tenté de dire que, comme on dit en ivrite, Hashamaïm et Magvoul, c'est-à-dire dans ce domaine de la cybersécurité, on a toujours le sentiment qu'avec des hackers géniaux, eh bien, on va pouvoir forcer ces systèmes. C'est-à-dire vers où est-ce que finalement on va franchir une sorte de plafond, ou alors est-ce qu'il y a un plafond en matière de sécurité, ou alors ça sera tout le temps un combat permanent pour essayer de lutter contre ceux qui veulent utiliser, on va dire, leur savoir à mauvais escient? Je pense que ce sera toujours un combat. Il y aura un combat permanent dans ce domaine. Maintenant, c'est un combat, en fait, c'est celui qui va le plus vite. C'est celui qui met le plus de couches de sécurité dans ces systèmes. Parce qu'en fait, quel que soit le système de sécurité, comme vous le dites, il y a toujours un moyen de le pénétrer. Donc, l'intelligence, en fait, ici, c'est de mettre plusieurs couches de sécurité, de sorte que quand on a pénétré une couche, et ben, il y a une deuxième, et puis une troisième, et puis une quatrième, et puis quand il est arrivé déjà à la deuxième ou troisième, ben, on a renouvelé les mots de passe, on a renouvelé les clés, etc. Donc il faut tout recommencer, et c'est l'idée. Maintenant, il est clair que c'est un domaine infini, ouais, je pense. Oui. Et l'État d'Israël devra continuer aussi à combattre sur le on va dire sur le terrain du cyber pour rester protégé, on va dire, protéger ses secrets, protéger sa population? Ouais, je pense que oui. Maintenant, aussi, il faut comprendre aussi que l'Internet, l'autre moyen en fait de régler le problème, ça serait aussi de légiférer l'Internet. Aujourd'hui, l'Internet, le problème de l'Internet, c'est que c'est un réseau qui est très sauvage, et donc il n'y a pas de, tout le monde peut faire un peu ce qu'il veut sur Internet. Et le jour où les organismes internationaux et les pays auront la force de légiférer tout ça, et ben effectivement, peut-être que ça sera plus facile, quoi. Eh bien, merci beaucoup, Avraham Darmon, de nous avoir éclairé sur ce sujet passionnant. C'était tout à fait intéressant et enrichissant. Merci de nous avoir expliqué pourquoi l'État d'Israël a été expert en matière de cybertechnologie, à l'occasion donc de cette semaine de la cybertechnologie qui s'est tenue il y a quelques jours à Tel Aviv, en Israël. Merci d'avoir été avec nous et bonne chance dans le développement de votre start-up dans ce domaine. Merci à vous. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita.